Bonjour, c'est pour un retour ou pour un prêt? Hors série 1. Rencontre avec Adeline Fischer. Salut la compagnie. Je suis H. Denisty et cette semaine je ne suis pas de retour au prêt. Et oui, même les stagiaires ont le droit à des congés de temps à autre, mais ne vous en faites pas, on ne vous laisse pas les mains vides pour autant. Puisque cette semaine, on vous a concocté un épisode hors série sur base de nos enregistrements lors de la rencontre du 16 mars avec Adeline Fischer. Alors, Adeline Fischer, on vous en avait parlé dans l'épisode 1, c'est l'auteur du roman graphique L'été du vertige, paru aux éditions La Ville brûle et sélectionné au Festival d'Angoulême. Il nous a fait l'honneur de sa présence à la bibliothèque du Clos-Centre samedi passé et nous en avons profité pour lui tendre notre micro lors de cette rencontre animée par Clément Fauré. Ça a commencé de manière plutôt classique. Clément a demandé à Adeline de se présenter et de présenter son œuvre. Mais toutes ces informations-là, vous les connaissez déjà. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller écouter le premier épisode du podcast qui s'intitule « On prend de la hauteur ». Et sur ce, on va immédiatement plonger dans le reste de la rencontre. Pourquoi tu t'es plutôt porté sur la BD ado-jeunesse que sur de la BD adulte? Est-ce qu'il y avait un sens pour toi aller plutôt dans cette veine-là? C'était vraiment un choix. Mais il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est que j'ai commencé à faire de la BD quand j'étais ado. Enfin, quand j'étais fin de l'enfance, début d'adolescence. Et je lisais pas mal de mangas à cette époque-là. Et je pense que c'est les souvenirs que j'ai des moments où j'étais le plus à fond dans ce que je lisais. Et je dévorais beaucoup de mangas. Et j'avais un peu envie de revenir vers cette énergie-là, quoi, ce truc qui m'avait, que j'adorais dans la BD à cette époque-là. Et puis aussi, en général, je crois que je suis assez attirée par les histoires d'ados, les histoires pas forcément destinées aux ados, mais qui mettent en scène des ados ou des trucs comme ça, parce que ça permet d'avoir des enjeux qui sont assez forts, des sentiments qui sont assez poussées, des choses assez intenses, assez un peu naïves, mais en même temps ça peut être quand même très prenant. Et je crois que j'avais envie de vraiment faire une histoire qui soit prenante, et que c'était une manière d'aller vers ça. Et puis aussi que je pense que c'est important de s'adresser à ce public-là aussi, particulièrement quand on a des propos qui sont engagés politiquement, etc. En fait, ça a beaucoup de sens de s'adresser aux ados. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque sur la question des ados livrés à eux-mêmes dans la littérature? Est-ce que c'est un sujet qui est peu abordé? Je sais pas si c'est peu abordé, parce que j'ai quand même eu pas mal de références, de trucs qui me venaient en tête sur des histoires où genre tous les adultes ont disparu, ou alors c'est quand même un pitch qui revient souvent. Mais je pense qu'on se rend peut-être pas tout le temps compte de la portée politique que ça peut avoir et de la responsabilité qu'on peut avoir quand on raconte ce genre d'histoire. Donc moi, c'était vraiment ça j'y ai beaucoup réfléchi. Ouais. C'est un enjeu pour toi de faire de la BD engagée, ou il faut que quand tu construis une histoire, là tu me disais juste avant que tu étais en train de construire la suivante, est-ce que ça entre dans les cartes à mettre dans le... À fond, ouais. Dans le paquet. Pour moi, c'est hyper central dans ma manière de réfléchir mes histoires. En fait, c'est vraiment le truc qui est à la base. Quelles thématiques j'ai envie de traiter, c'est toujours lié à un propos politique. Parce que je trouve qu'on a vraiment une responsabilité quand on crée un objet qui va circuler, qui va toucher des gens,
on fait des représentations, on montre certains types de personnages, on montre certains types d'histoires. En fait, et aussi on prend place dans une tradition d'histoire qui parfois raconte les choses, toujours d'une certaine façon. Donc c'est intéressant de se poser la question de est-ce que je vais raconter de la même façon, est-ce que je vais raconter d'une autre façon. En fait, il y a vraiment une très grosse responsabilité, je trouve, quand on écrit des histoires. Et donc c'est vraiment la première chose à laquelle je réfléchis. Et après, tout le jeu, ça va être de comment transposer ces choses-là qui sont plus théoriques et qui peuvent aussi faire, je pense, peur à certaines personnes quand on part dans des propos politiques ou dans des récits militants, etc. De comment les traduire d'une façon qui soit vraiment une histoire et avec des personnages et qui soit attachante et qui ait du sens. Donc c'est un peu quand j'écris un scénario, c'est un peu un truc de traduction, en fait. Et du coup, tu parles de choix de personnages qui ont varié. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnages qui manquent de représentation dans la BD et que toi, tu as voulu combler un manque Oui. Au début de l'histoire, c'était assez important qu'il y ait les deux personnages, qu'il y ait une romance lesbienne, en fait, dans l'histoire. Après, ça, c'est un truc qui a pas mal évolué ces dernières années, et il y en a de plus en plus en représentation. Mais moi, je me suis dit, ça m'aurait fait du bien quand j'étais ado de pouvoir lire ça. Donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu le représenter. Après, je me suis rendu compte sur mon propre... en ayant pris du recul sur mon propre livre, que j'aurais aimé, par exemple, présenter plus de personnages racisés, où il n'y en a pas du tout dans le livre, et ça, je pense que c'est un manquement. Donc c'est un truc auquel je réfléchis pas mal. Ouais, voilà. C'est sur les questions de représentation. Et un peu dans la même veine, est-ce qu'il y a des choses qui manquent de représentation dans ce qui est imposé par la société, des réponses qu'on peut apporter dans le roman, à ton sens, enfin dans le roman graphique et dans la littérature? Ouais, mais je pense qu'il y a toujours des représentations qui sont un peu difficiles à recevoir par certaines personnes. Enfin, par exemple, là sur cette BD, j'ai eu beaucoup de retours positifs et de gens super chouettes, mais il y a aussi des personnes qui m'ont dit mais pourquoi est-ce qu'elles ont besoin d'être violentes, pourquoi est-ce qu'elles ont... Il y a une scène où Aurora, un des deux personnages, casse le pare-brise d'un mec qui les harcèle sur un parking, et oui, on m'a dit pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'en arriver là, est-ce qu'on ne peut pas résoudre les choses sans violence, etc. Et ça, c'est un truc où je me suis dit, oui, ça manque de représentation de personnages qui reprennent de la puissance et qui ont une violence qui est... Enfin, il n'y a pas beaucoup de représentation de personnages féminins violents, par exemple, dans la littérature. Du coup, ça peut nous amener aussi sur la question de la violence sociale, enfin, tu vois, ouais. Le rapport de domination qu'il peut y avoir entre des personnages. Je sais pas si tu as quelque chose à traduire là-dessus. Oui, c'est un des sujets de la BD, de la violence sociale. Donc, on le voit chez Louise parce qu'il y a vraiment ce truc au début de l'histoire où on voit qu'elle est enfermée dans une sorte de carcan qui veut qu'elle soit une femme et qu'elle soit un peu une mère de substitution pour sa petite sœur, qu'elle rentre bien dans le cadre féminin qu'on lui a... l'étiquette féminine qu'on lui a posée. Et c'est un peu ça qui fait friction au début de l'histoire et que finalement elle arrive à se libérer de ça petit à petit. Et puis pour Aurora, il y a d'autres violences plus concrètes et matérielles. Je ne vais pas spoiler plus que ça, mais... Et ouais, toute la question, c'est comment les personnages arrivent à reprendre de la puissance par rapport à ces carcans dans lesquels on les a fait rentrer de force. Donc ouais, c'est un truc que j'ai voulu raconter. À partir d'ici, dans la rencontre, les auditeurs ont commencé à poser des questions, mais malheureusement, la plupart étaient trop loin du micro pour qu'on les entende bien, et je vais donc m'y substituer. La première question nous venait d'un lecteur qui demandait à Adeline si le choix des couleurs utilisées dans L'été du vertige était plutôt une affaire de préférence personnelle ou plutôt un choix dicté par les besoins de l'histoire.
C'est en relation avec l'histoire. Bon, après, c'est vrai que c'est des couleurs qui me plaisent d'office, mais c'est intentionnel. Enfin, oui, c'est réfléchi, en fait. En fait, il y a vraiment des gammes de couleurs qui sont assez réduites. À chaque fois, il y a 3 ou 4 couleurs maximum par type de scène, on va dire. Et l'idée que j'avais derrière, c'est de montrer une ambiance d'été, donc un truc assez doux, assez chaleureux. Il y a pas mal d'ambiance aussi d'aube ou de crépuscule, donc des couleurs qui sont assez douces. Mais il y a aussi des scènes où on voit des couleurs plus puissantes, on va dire, plus intenses qui ressortent. Et ça, c'est plus les scènes de flammes ou alors ou même il y a une scène de rêve où il y a des couleurs un peu modifiées. Et ça, c'était un peu l'idée de montrer... En fait, pour moi, ça a beaucoup d'importance, le dessin, pour faire, tout autant que l'écrit et que le scénario, pour faire ressentir des choses aux lecteurs et aux lectrices. Et donc là, l'idée, c'était un peu de montrer les montées d'émotions qu'il peut y avoir dans le récit, en mettant des couleurs plus fortes, plus prenantes. Et oui, en fait, de pas juste raconter des choses, mais la manière de les raconter est tout aussi importante que ce qui est raconté, en fait, concrètement. Donc, et les couleurs participent complètement à ça, mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a aussi le dessin qui, par moments, est un peu plus vaporeux, on va dire, ou alors des moments où il y a des pleines pages, ou alors Enfin, le rythme est assez... c'est un peu le même tout au long du récit, mais il y a des moments où il y a des plus grandes cases, où il y a des plus de cases. Enfin, j'ai essayé un peu de jouer sur le rythme aussi. Voilà. En fait, ça, c'est plein de paramètres qu'on peut prendre en compte en BD et qui permettent que la manière dont on raconte les événements soit aussi importante que les événements en eux-mêmes, quoi. Tu parlais du feu. Moi, Ouais. je trouve qu'il y a un aspect aussi symbolique qu'on peut prendre au feu. Est-ce que toi, ça a eu une importance de mettre plusieurs scènes de flammes et pourquoi tu l'as utilisé? Ouais, complètement. En fait, je peux peut-être montrer la page. Il y a plusieurs pages de feu. Il y a un moment où il y a même une pleine page. Elle est là. Et là, l'idée, c'est un peu... c'est aussi un côté plus émotionnel de montrer l'émotion qui prend le dessus sur les personnages. Et c'est là que les couleurs partent un peu plus dans l'abstrait, on va dire. Et la symbolique du feu est hyper importante. Je pense que déjà actuellement, il y a beaucoup de... Enfin, elle est présente un peu partout, dans plein de récits. C'est très actuel. Et puis il y a le côté où ça emporte tout, quoi. Enfin, c'est une sorte de représentation... c'est une forme de représentation de la violence, mais pour moi aussi de la violence qui permet de réduire tout en cendres et après on reconstruit autre chose. Et donc c'est assez important pour les questions que traverse le personnage. Mais c'est intéressant sur le plan de la radicalité de certaines actions. Mm-hmm. Tu parles de reconstruction. Quelle est la part de déconstruction à laquelle il faut arriver d'un problème pour reconstruire dessus? Là, je commence dans le truc. Je pense qu'on n'arrive jamais à déconstruire complètement les choses. Enfin, pour parler de choses concrètes, de la manière dont on a été éduqué ou les choses, les dynamiques sociales ou des trucs comme ça. On n'arrive jamais complètement à aller tout au fond de soi-même et à les sortir et à les effacer, mais... Ici, nous avons une autre petite coupure dans l'enregistrement où Clément demandait si l'été du vertige s'inscrivait dans une démarche positive, ce à quoi Adeline a répondu que oui, à son sens, c'était une histoire pleine d'espoir, mais que certaines personnes ne parvenaient pas à trouver cet espoir dedans, ce qui n'était pas une mauvaise chose puisque au final chacun était libre de son interprétation. Et par rapport à ça, j'ai demandé s'il y avait certaines interprétations qu'un lecteur pourrait avoir de l'histoire qui n'étaient pas du tout voulues et auxquelles même Adeline pourrait être opposée. Oui, ouais. Je pense qu'il y a certains points sur lesquels il ne faut pas être ambigu. Et oui, notamment dans le propos politique, etc. Enfin, dans certaines représentations aussi.
où c'est, je pense, important de prendre sa responsabilité sur ces trucs-là et d'avoir un propos clair. Par exemple, la représentation de la scène de violence qu'il y a dans l'histoire, qui peut être assez difficile à lire, je pense, pour certaines personnes. Ça a été une grosse question de comment je la représente et qu'est-ce que je montre pas. Et aussi toute la question de quand tu représentes de la violence, il faut pas non plus en faire une apologie et aussi un outil qui va juste servir le scénario pour rajouter du suspense et puis pas finalement prendre en compte le fait que ça touche des gens et c'est un sujet sérieux et souvent on a des représentations de violence qui sont pour faire plaisir comme ça, je sais pas, c'est assez horrible en fait. Cette habitude, cette tradition de représentation des violences, quoi. Et donc ça, c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup questionnée. Je voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, et plus, mais je voulais quand même qu'il y ait une part active des lectrices, notamment pour la fin, etc., pour ne pas donner les réponses toutes cuites aux lectrices et qu'ils puissent aussi comprendre et aussi voir leurs propres questions aussi se refléter dans le livre et trouver des réponses, quoi. Voilà. Désolée, ça va assez loin en fait. Je sais pas si tout le monde est intéressé par ces questions-là. T'es édité à La Ville Brûle. C'est une maison qui est quand même relativement engagée. C'est un choix précis de ta part d'être porté vers eux, vers elle. Non. Je ne sais pas si je les connais pas personnellement. Oui, c'est 2 personnes. Ouais, c'était un choix. Après, j'avais d'autres choix aussi de maisons d'édition qui m'intéressaient, mais j'avais remarqué que ça en fait, en voyant leur ligne éditoriale, donc les genres de BD qu'elles éditent habituellement, c'était particulièrement raccord parce que ils font beaucoup de BD jeunesse, ou de livres jeunesse en général, et toujours sur des thématiques engagées, et particulièrement sur des thématiques féministes. Et puis en plus, ça s'appelle La Ville Brûle, et ma BD montre des choses qui brûlent, donc voilà. Ça matchait bien. La boucle est bouclée. Voilà. Ouais, du coup, on va revenir peut-être plus sur le fond. Est-ce qu'il y a un moment où tu penses que les personnages ne sont plus complètement des enfants et deviennent des adultes dans la BD ? C'est un peu une des questions centrales du livre, en fait. Je pense qu'ils sont vraiment dans le récit, dans cet entre-deux, et c'est plutôt bien qu'il y ait un flou là-dessus, je crois. Et en fait, c'est pour ça aussi que le personnage de la petite sœur a toute son importance dans le récit. En fait, l'histoire est racontée du point de vue de la petite sœur, qui, elle a... c'est pas dit dans l'histoire, mais elle a une dizaine d'années, quoi, on va dire. Et on voit son regard porté sur sa grande sœur, qui est donc en train de changer et en train d'affirmer ses propres choix. Et toute la question, c'est est-ce qu'elle va laisser derrière sa petite sœur, ou est-ce qu'elle va... oui. Je vais poser la question qu'on avait, nous, en tant que l'équipe des bibliothécaires, ouais, qui nous turlupine depuis des semaines. Est-ce que Marion existe vraiment ? C'est une bonne question. Parce que, en fait, tout cet univers a l'air d'être pratiquement vide. On sait qu'il y a une seule autre personne qui existe, un voisin, mais voilà. Ouais. Est-ce que ce soit existe vraiment ? Est-ce que ces personnes existent ? Justement, je voulais que ce soit un peu flou. Ça donne un peu une clé de lecture, donc si vous ne l'avez pas encore lu... Je voulais en quelque sorte faire que les lecteurs se posent la question de donc, si elle existe, et finalement, est-ce que c'est pas juste une version enfant de l'héroïne ? Et donc un peu l'idée de... En fait, ça la confronte à comment elle se voyait enfant grandir.
comment elle se représentait elle-même, comment elle allait être quand elle allait être adulte. Et puis là, elle arrive à ce moment et en fait, elle choisit pas cette représentation. Elle choisit de faire ses propres choix parce que cette projection qu'elle avait quand elle était enfant, c'est influencé par les contraintes sociales, etc. Donc ouais, pour moi, le passage à l'âge adulte, c'est un peu cette question de est-ce qu'elle va abandonner son innocence d'enfant et à travers sa petite sœur et abandonner ses projections qu'elle s'était fait d'elle-même derrière elle. Voilà. J'ai une question. Au début, on parlait du fait d'avoir un message fort dans un BD et utiliser le média de la bande dessinée. Et là, je me pose comme question, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir avoir une sorte d'équilibre entre le message et les images, de manière à ce que ce soit pas en fait un roman illustré, juste avec plein de textes parce qu'il y a un message qu'on veut faire passer qui est illustré. Ouais, ça c'est une peur que j'ai eue. C'est pendant tout le moment où je crée, donc assez longtemps, jusqu'à ce qu'elle sorte et à ce qu'on me dise non ça va, il n'y a pas trop de texte, c'est lisible, c'est prenant, t'es pris dans l'histoire. Donc une manière que j'ai eue, c'est vraiment de réfléchir le scénario pour qu'il soit prenant et qu'il soit assez intense émotionnellement et que ça emporte les lectrices dans la suite d'événements, quoi. Donc c'est un peu à ce moment-là de la construction du scénario que ça se joue, ce truc-là, je pense. Et aussi, j'aime bien, dans ma manière de raconter, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de texte, qu'il n'y ait pas trop d'informations qui passent par le texte, mais qu'il y ait aussi beaucoup d'informations qui passent par l'image et les ambiances. Et donc d'avoir un récit assez lent et assez contemplatif, et ce qui explique qu'il fasse 250 pages, alors qu'il ne se passe pas tellement de choses. Donc ouais, c'était un peu une attention constante à pas assommer les lectrices. Mais quand on est dans la fiction, c'est encore assez simple de faire ça. Je trouve ça bien plus compliqué quand on va dans les documentaires ou dans des trucs où c'est plus factuel. Là, ça devient compliqué. Mais est-ce que tu devrais adopter un autre médium que la BD pour faire passer des idées, quoi? Je pense que c'est instinctivement, je vais plus faire ça. Mais après, j'aime bien découvrir des nouvelles techniques un peu tout le temps. Mais je crois que je me sens plus à l'aise en BD parce que je maîtrise un peu plus les codes pour y arriver, quoi. Comme on l'a déjà dit, L'été du vertige fait partie de la sélection officielle du Festival d'Angoulême de cette année. Et j'ai demandé à Adeline ce qu'il en pensait par rapport au genre de personnes qui étaient sélectionnées et au genre de personnes qui faisaient les sélections, en évoquant notamment la polémique Bastien Vivès de l'année passée et d'autres bandes dessinées sélectionnées tous les ans que on pouvait trouver de particulièrement mauvais goût. C'est compliqué. C'est une question qui fâche. Je soutiens pas du tout les organisateurs du Festival d'Angoulême en général. La plupart de leurs choix me laissent perplexe pour le plus petit mot. Mais en fait, après, une fois qu'on est dans ce milieu, on est aussi un peu obligé de survivre. Ouais, ça reste un accomplissement. Voilà, ça reste quand même quelque chose qui est assez... c'est reconnu par le milieu et du coup, ça fait plaisir en fait que ton travail soit reconnu par le milieu. C'est dommage que ça doive passer par là. C'est dommage que ça passe par ce festival qui est critiquable sur plein d'aspects. Notamment sur la façon dont il traite les autoristes, qui est pas... Après, dans le milieu de la BD, il y a vraiment beaucoup de choses à critiquer. Si on commence, je vais ouvrir mon... Après, on a monté cette rencontre dans un couloir du Festival d'Angoulême, ouais. Donc on est entre... C'est ça. Oui, après, on s'est mis d'accord. Ça permet aussi de rencontrer plein de gens et de faire ce genre de mettre en place ce genre de truc. Donc, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Ça reste quand même une bonne reconnaissance de mon travail et ça, je prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Ensuite, Elpi a demandé à Adeline ce sur quoi il avait le plus de retours par rapport à L'été du vertige et par extension, quels étaient les éléments qui attiraient le plus les lecteurs dans cette histoire. J'ai pas mal de gens qui arrivent
en tout cas en dédicace quand je suis en festival, etc., qui viennent juste parce qu'ils ont vu la couverture et ils ont vu les couleurs et c'est ça qui les fait venir vers la BD. Après, il y a quelques personnes qui reviennent pour parler de l'histoire, oui, vraiment. Et souvent, c'est... J'ai pas compris, est-ce que c'est quoi ton interprétation à toi? Et souvent, je dis... Non, c'est quoi ton interprétation à toi? J'ai pas trop envie de donner de réponse. Et c'était exprès, en fait, de laisser un petit peu le fin un petit peu ouvert. Ouais. C'était ton choix à toi ou... Oui. Tu Complètement. crois que c'était le scénario qui, voilà, il fallait le faire comme ça parce que c'était le seul moyen. Tu pourrais le clôturer, avoir des fins, certaines fins, comme on a souvent eu là, ouais, ils peuvent terminer comme ça, ils peuvent terminer comme ça. Ta fin, ça pourrait être quoi, qu'est-ce que tu penses? Je pense que... voir à la fin de cette univers. Je me suis... je me suis beaucoup posé la question, hein. J'ai pas trouvé... Enfin, ça m'a pris du temps de trouver la fin. Et c'est vrai que ça pouvait pas trop être autre chose que ça. Parce que c'est aussi dans la lignée du propos du livre, finalement, de tout ce truc de vertige, etc. Donc ça allait dans la thématique. Le fait que ça soit une fin ouverte. Oui. Après, j'ai pensé à des autres fins possibles qui donnaient plus de réponses concrètes, mais je me suis dit non, ça colle pas, en fait. Ouais. Et à propos de fin, nous voici à présent à la fin de ce podcast. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, eh bien, on a 3 autres rencontres d'auteurs de BD prévues dans l'année, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire. Et d'ici la semaine prochaine, salut la compagnie!